Vous regardez 64 minutes, comme tous les vendredis, c'est Allons-y Franco, l'actualité vue par les médias francophones. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences économiques, le prix à la pompe flambe un peu partout sur la planète. Certains gouvernements prennent des mesures, d'autres pas. Les compagnies pétrolières s'enrichissent. Faut-il taxer ces super profits? On en débat avec mes invités. Bonsoir Juliette Le Chevalier. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour Alternative économique. Merci d'être avec nous. Face à vous, Stéphane Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique pour Ouest France. Et nous sommes en direct avec notre correspondant de la RTS en Suisse, Michel Cerutti, et Pierre Kroll, dessinateur, fier représentant de la Belgique. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, en France, les autorités se veulent rassurantes. Il n'y a pas de pénurie, pas encore, même si le risque de rupture de stock dans les stations-service se précise en ce grand week-end de Pâques. Le Premier ministre français doit annoncer de nouvelles mesures en début de semaine. Oui, j'ai toujours dit, si je ne crois pas aux aides générales et à déverser des milliards à l'aveugle, je suis favorable à ce qu'il y ait des aides ciblées. Donc, des ministres ont reçu un certain nombre de commandes pour me faire de nouvelles propositions. En début de semaine prochaine, on n'abandonnera personne, mais on ne dépensera pas de l'argent qu'on n'a pas. Voilà, je pense que c'est dit avec pragmatisme, mais c'est comme ça qu'il faut le faire. Voilà, le Premier ministre français qui reste sur cette ligne. Bon, ça bouge un peu quand même. Une question très politique, Stéphane Vernet. En plus, l'État a été accusé de profiter de la situation, de percevoir justement les surtaxes, enfin le surplus engrangé. Il a été dévoilé ce matin par le ministre délégué au compte public de France. Oui, alors il y a un surplus fiscal de 270 millions d'euros, effectivement, ça a été dit, qui est lié en fait aux différentes taxes qui s'exercent sur les prix des carburants. 60% des prix des carburants, en fait, c'est des taxes en France. Le problème, c'est qu'à côté, vous avez 300 millions de surplus d'intérêt de la dette. Vous avez 130 millions d'aides exceptionnelles qui ont déjà été débloquées sur les assises, sur le gaz non routier, etc. Et donc, d'une manière, cette idée qu'il y aurait une cagnotte, en fait, oui. dont profiterait, elle est surfaite, ça n'existe pas. Elle est surfaite, c'est vrai que à terme, ça va s'équilibrer. Les autorités françaises n'arrêtent pas de le dire, de le répéter, mais on sent qu'il y a une pression. Il y a une pression des agriculteurs, des routiers. Il y a une très grosse pression. Ça a été très bien dit par le Premier ministre. En fait, on ne peut pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas. Le problème de la France, c'est que nous n'avons plus de marge de manœuvre. En fait, on a une situation budgétaire et une dette, un déficit public. Enfin, les chiffres sont très mauvais, les comptes du pays sont en très mauvais état et nous n'avons plus de marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réserve financière pour amortir une crise comme celle-ci. Ce que propose et ce que veut faire le gouvernement, c'est de dire on peut avoir des aides, mais plus des aides générales que des aides ciblées. Et en fait, comme l'a dit Sébastien Lecornu à l'instant, on ne dépensera pas d'argent qu'on n'a pas. Donc en fait, les montants des aides doivent être compensés par des économies ailleurs sur les crédits des ministères. C'est sa ligne, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse la tenir très longtemps, parce qu'effectivement, il y a une très grosse pression. Tout le monde veut être aidé, ce qui se comprend, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est en a-t-on vraiment les moyens? Parce que les prix, effectivement, flambent à plus de 2 euros. On n'avait même pas vu ça depuis 1985, je crois. Alors, Juliette Le Chevalier, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que l'Europe agit en ordre dispersé. L'Italie vient de reconduire d'un mois les réductions de taxes. L'Espagne a été la plus généreuse pour l'instant. Et en Allemagne, les stations essence ne peuvent dorénavant augmenter leur prix qu'une seule fois par jour. Donc voilà, on voit bien que tout le monde essaye de trouver des solutions. Je suis d'accord sur le fait qu'on n'a plus forcément les marges de manœuvre budgétaires parce que depuis 2017, on a énormément baissé les impôts et on se retrouve aujourd'hui avec environ 60 milliards d'euros de recettes publiques en moins par an du fait de ces mesures. Donc oui, on n'a plus marge de manœuvre pour faire en sorte de mettre des mesures pour tout le monde. Et aussi, on l'a déjà expliqué plusieurs fois dans l'Alternative économique, les mesures les plus ciblées, c'est ce qu'on a vu en 2022, c'est aussi celles qui ont été les plus efficaces, notamment sur des produits comme le carburant. Faire une aide pour tout le monde alors que c'est surtout en fait les plus riches qui dépensent le plus pour le carburant, ça veut aussi dire envoyer un signal, une aide, une subvention à ces personnes-là. Ça veut aussi dire envoyer un signal pour favoriser le carburant plutôt que des énergies plus renouvelables. Donc, de ce point de vue-là aussi, ce n'est pas forcément souhaitable. Donc, ce n'est pas souhaitable. Donc, pour vous, la ligne du gouvernement est la bonne? Il y a aussi des mesures qui peuvent être faites et de manière plus ciblée pour les plus pauvres et des mesures qui peuvent être faites pour rééquilibrer en taxant les plus riches. Dans ces crises-là, il y a certains qui en pâtissent, les plus pauvres, mais les majors pétrolières et gazières et les actionnaires d'entreprises aussi de la défense, par exemple, qui ont vu leur cours de bourse augmenter,
vont, elles, en profiter. Donc il faut aussi des mesures de rééquilibrage des effets de la crise. Alors on va y revenir, mais on va voir ce qui se fait en Suisse et en Belgique. Alors Pierre Kroll, le thème vous inspire? Ben forcément, puisqu'il est très concernant, comme on dit, hein, et tout le monde en parle, et donc forcément c'est mon métier de parler de ce dont tout le monde parle déjà, en quelque sorte. Et puis c'est un feuilleton, hein, tous les jours les prix montent un peu. Voilà, ce dessin a déjà quelques jours, déjà il date même du début de la guerre. Je crois qu'il peut difficilement mieux résumer en une seule image ce qui se passe. C'est la guerre là-bas, les bombes tombent, chez nous les prix montent. Voilà, c'est un peu brutal, mais c'est un peu ça. Et puis il y a une ambiance actuelle en Belgique qui est assez particulière. Depuis aujourd'hui matin, il y a des soldats dans les rues. Bon, pas des milliers, hein, et c'est bien des soldats belges. Hein, mais comme il y a eu une bombe qui a explosé il y a déjà 3 semaines devant une synagogue à Liège, on a pris des mesures de protection pour protéger les synagogues, d'autres lieux supposés dangereux, en conséquence de la guerre en Iran. Parce que les revendications étaient un peu floues, mais touchaient en tout cas à la guerre en Iran. Il faut dire qu'il y a aussi d'autres raisons liées au narcotrafic, mais en tout cas, l'ambiance est celle-là, voilà, qu'avec un peu d'humour dans un dessin, j'ai résumé de cette façon. Le citoyen voudrait bien que l'État fasse quelque chose. Est-ce que les soldats pourront intervenir? C'est autre chose. C'est autre chose. Alors Michel Cerotti, comment ça se passe donc en Suisse? Est-ce que vous aussi, mêmes effets, mêmes conséquences? Absolument, la situation est assez identique en Suisse à ce qu'elle l'est pour les autres pays européens. Les prix de l'essence à la pompe ou du gazole ou du diesel ont explosé ces dernières semaines. Et pour moi, c'est bien ça le bas qui blesse aujourd'hui, parce que certes, les États, la Suisse aussi, puisqu'il y a passablement d'impôts qui sont collectés sur le prix d'un litre d'essence ou de gazole à la pompe, l'État va donc gagner un peu plus d'argent, mais c'est surtout, moi ce qui me choque, c'est les bénéfices indus. Il n'y a pas d'autres termes qui sont engrangés aujourd'hui par les compagnies pétrolières, parce qu'il faut bien comprendre que l'essence que l'on achète aujourd'hui et qui est indexé au prix du baril actuel. Aujourd'hui, il était entre 100 et 110 selon le cours du jour. En réalité, il était acheté il y a des semaines en arrière, voire des mois en arrière par les compagnies pétrolières, qui l'ont payé peut-être 65 ou 70 $ le baril. Néanmoins, le marché a été mis en place de telle manière à ce que les prix ou l'augmentation du prix du baril soit répercutée immédiatement sur le prix à la pompe, ce qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, c'est absolument pas justifié, d'autant moins que lorsque le prix du baril baisse, eh bien, il faut beaucoup plus de temps pour que ce prix soit répercuté à la pompe. Donc aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est un enrichissement notoire des compagnies pétrolières, alors ça c'est sûr, et qui est indu, qui est injustifiable. Et voilà, on essaie, en Suisse aussi, il y a une politicienne qui a déposé une motion pour qu'on taxe les super profits qui sont réalisés par certaines compagnies durant cette période de guerre, et ça me paraît pertinent. Alors, je doute que ça parvienne à avoir un certain succès, un certain écho politique. Alors, Greenpeace est exactement sur cette ligne. Elle accuse cette ONG et les compagnies pétrolières de faire des profits de guerre, appelle à taxer les super profits. D'ailleurs, il y a une très belle opération, entre guillemets, de Total Energy qui a spéculé sur le golfe d'Oman en lieu et place d'Ormuz, ce qui lui a rapporté $1 milliard. Alors, l'équipe du 20h de France Télévisions a mené l'enquête. On regarde et on en parle juste après. Esso, BP, Shell, Total, les plus grandes compagnies pétrolières sont-elles les grandes gagnantes de la crise? C'est ce qu'affirme cette ONG environnementale d'après ses calculs. On en a déduit 81,4 millions d'euros de bénéfices supplémentaires par jour en Europe et 11,6 millions d'euros supplémentaires par jour en France. Des super profits réalisés à la pompe, auxquels s'ajoutent parfois des transactions financières très lucratives. Total Energy aurait par exemple enregistré $1 milliard de profit en mars, en achetant des cargaisons de pétrole dès le début de la guerre, avant l'envolée des prix du baril. Un pari gagnant selon ce spécialiste. Ça a permis à Total d'acheter à un moment à un prix qui était encore très bas, peut-être déjà des achats à 70 $ le baril qui ensuite se sont valorisés à 170 $, qui expliquerait ce gain. Au total, la compagnie pétrolière aurait acquis près de 70 cargaisons, l'équivalent de 34 millions de barils. Des barils produits aux Émirats arabes unis et à Oman, 2 pays stratégiques car certains de leurs ports sont à l'extérieur du golfe Persique et donc ne sont pas concernés par le blocage du détroit d'Ormuz. Mais alors, comment le groupe Total a-t-il réussi à faire cette gigantesque transaction? En plus d'acheter du pétrole brut en temps réel, la compagnie pétrolière s'est positionnée sur un autre marché, celui où le pétrole est livré à une date ultérieure et devient donc un produit financier.
C'est sur ce marché parallèle que Total a acheté sa cargaison et au meilleur moment possible. Là où ça a été intelligent, c'est qu'ils l'ont certainement acheté lorsque tout le monde pensait encore que les prix allaient être contenus, qu'on n'aurait pas une flambée des prix comme on a pu le constater. Et donc le timing, le bon moment de l'achat a été très opportun. Et ensuite, effectivement, ils ont gagné de l'argent par la suite en revendant les contrats qu'ils ont achetés. Et c'est là où ils ont gagné énormément d'argent. Une pratique très courante selon les experts. Toutes les compagnies pétrolières se positionneraient sur les deux marchés. De son côté, Total Energy ne dément pas et nous précise devoir sécuriser ses approvisionnements pour ses besoins et ceux de ses clients. Donc voilà, Michel Cerotti nous a bien expliqué que lui, il trouvait qu'il y avait un petit souci peut-être éthique avec cette pratique. Est-ce que vous pensez, Stéphane Vernet, qu'il faut taxer les superprofits? Est-ce que c'est possible? Parce que c'est un sujet très sensible en France. Alors, c'est un sujet sur lequel les politiques, les parlementaires se sont arrachés les cheveux l'année dernière au moment du budget. Je pense qu'il va revenir sur la table peut-être pour le prochain budget. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils demandent. Vous avez deux propositions de loi qui ont été déposées, une au Sénat par les communistes et une à l'Assemblée par la France Insoumise. Ce qu'ils demandent, eux, depuis le début du conflit, c'est qu'il y ait un encadrement des marges et un blocage des prix. Voilà. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Oui. Après, on pourra revenir, si vous voulez, là-dessus, sur ce sujet-là. Mais ce qui est sûr, si vous voulez, ce qui a été très bien expliqué, c'est que tout le monde spécule en réalité. Et en fait, quand vous achetez votre baril au prix de $70 et que d'un coup, il monte à $170, en fait, vous avez les stocks. Si vos stocks, vous les valorisez au prix de $170 le baril, vous faites des bénéfices énormes. Et en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que tout le monde anticipe. Donc, dans la crise actuelle, en fait, tout le monde voit qu'il se passe quelque chose autour des détroits d'Ormuz, qu'il y a un risque de pénurie, que les prix vont augmenter. Vous avez des stocks que vous avez achetés pas cher, mais vous vendez à la pompe beaucoup plus cher au prix du litre. Voilà. Oui, mais c'est bien là le problème. C'est-à-dire que, alors, c'est bien là le problème. Par exemple, Total Energy pourrait faire un effort. Alors, Total, oui, ils ont bloqué eux-mêmes, ils ont décidé de bloquer eux-mêmes leurs prix, etc. Enfin bon, voilà. Mais ce qui a été aussi à l'origine d'un certain nombre de pénuries dans certaines stations-service Total, parce que tout le monde se précipitait dans ces stations-service en se disant que c'était moins cher qu'ailleurs. Je ferme la parenthèse. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est qu'au moment où le prix du baril descend, parce qu'il y a un moment, il redescendra. Je ne sais pas quand, mais à un moment, il redescendra. Il peut redescendre dans des proportions vraiment importantes et le marché serait équilibré s'il y a une situation de paix qui est négociée. Voilà. Mais le jour où ça arrive, le problème, c'est qu'il y a une inertie très forte. C'est-à-dire que les prix à la pompe, en cas de crise, ils augmentent tout de suite alors que vous avez les stocks. Et donc là, vous faites des super profits. Mais par contre, au moment où les prix descendent, le cours baisse, en fait, les prix à la pompe ne baissent pas tout de suite. Et c'est là qu'on a un problème aujourd'hui. C'est là qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le marché qui ne jouent pas le jeu, en fait, et qui s'en mettent plein les poches, effectivement, dans des pratiques qui sont parfaitement discutables. Et certains en profitent d'ailleurs, en tout cas pour aller en Belgique. Pierre Kroll, parce que vous me le confirmez, chez vous, les prix sont encadrés, donc certains Français traversent la frontière pour prendre de l'essence. Oui, ça arrive depuis longtemps qu'il y a des différences de prix d'un côté ou l'autre de la frontière et que donc les frontaliers français viennent acheter chez nous pendant que nous allons acheter du vin chez vous. Mais bon, ça dépend de chaque carburant et c'est pas l'essentiel de ce qui se passe en ce moment. En ce moment, la Belgique est exactement dans la même situation que la France. Vous savez, la Belgique a un déficit public record, équivalent à celui de la France. On est les deux pays champions d'Europe en termes de déficit. Donc on est dans la même situation, on ne peut pas faire de cadeaux. Et on a des mécanismes, il y en a un que réclame une partie du gouvernement. Vous savez qu'on a des gouvernements de coalition. Hein. Donc évidemment, l'opposition n'est jamais d'accord avec ce que fait le gouvernement, mais la moitié du gouvernement n'est pas d'accord avec ce que propose l'autre. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y avait une réunion importante du gouvernement pour prendre des décisions sur ce qui nous occupe aujourd'hui. Et il a été décidé, comme on sait le faire souvent fort bien, de ne pas décider. Donc d'attendre encore un peu. Et ces mécanismes sont, par exemple, je ne sais pas si vous parlez aussi en France du cliquet inversé, c'est peut-être à ça que vous faisiez allusion, Estelle, c'est un mécanisme qui fait que lorsque les prix varient, il y a un cliquet qui empêche qu'il monte trop ou qu'il descende trop, je pense aussi. Mais donc ces mécanismes-là, on n'ose pas les employer pour l'instant parce qu'on n'a pas d'argent. Ce matin, le directeur de la Banque nationale de Belgique, qui ne s'exprime pas souvent dans les médias, hein, c'est pas son métier, l'a fait ce matin pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses.
quoi. Ne donner rien à personne. Et si je peux encore être un peu trop long, mais typiquement belge, puisque c'est ce que vous me demandez, il y a toutes sortes de dimensions particulières à la Belgique. Il y a même, figurez-vous, une dimension communautaire un peu dans ce dossier, parce que les Flamands sont un peu moins impactés que les Wallons, parce que la Flandre a une plus grande densité, on fait moins de kilomètres pour aller travailler en Flandre, les Flamands sont un peu plus riches, donc peuvent se payer un peu plus de l'essence, ont plus de voitures électriques et plus de voitures de société. Alors le Premier ministre qui est neutre, comme on dit en Belgique, est quand même flamand et n'est peut-être pas très enclin à répondre à toutes les demandes d'aide des agriculteurs wallons, par exemple, et quantité de secteurs. Effectivement, c'est vrai qu'il faut rappeler souvent ces différences qui existent aussi en Suisse, on pourra peut-être y revenir. Alors, vous parlez justement des véhicules électriques. Juliette Le Chevalier, est-ce qu'on peut espérer qu'au moins cette nouvelle crise sur l'énergie, eh bien, elle permette de changer, d'être moins dépendant aux énergies fossiles, même si ça risque de prendre beaucoup de temps? C'est ce qu'on espère, mais effectivement, c'est quelque chose qui est long à mettre en place, ce type de politique. Il aurait fallu qu'on commence bien avant à le faire. On avait déjà eu un signal d'alerte en 2022, en réalité, quand la guerre s'est déclarée en Ukraine. Il y a eu des réactions, mais qui n'ont pas forcément été suffisante, on le voit. Mais là, l'Union européenne dit attention, il faut arrêter le pétrole. L'État français relance des appels d'offres géants, notamment dans l'éolien en mer. Donc là, est-ce que c'est très politique de dire ça, genre oulala, on cherche d'autres solutions ou pas? Juste un point, la semaine prochaine, on aura le plan d'électrification de la France, en fait, qui est un document qui décline le programme pluriannuel de l'énergie qui a été adopté. Il y a une volonté d'électrifier énormément de choses, la voiture, le chauffage, Mais ça continue à coûter cher. Alors c'est vrai que maintenant on trouve des voitures d'occasion électriques, mais c'est compliqué. Dans le plan d'électrification, il faut voir ce que l'État mettra sur la table comme aide ou comme incitation pour basculer du thermique à l'électrique au niveau des voitures. Ça peut être, en fait, la crise en cours peut être une incitation à aller beaucoup plus loin que ce qui était initialement prévu. Par contre, il restera toujours la problématique de l'argent, en fait. Comment on finance tous ces dispositifs et ces programmes alors que les caisses sont vides et qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Alors on va aller en Suisse, où peut-être qu'il y a moins de problèmes d'argent. Est-ce que là aussi il y a incitation à tout ce qui est électrique? Est-ce que on voit que la Lituanie, par exemple, a divisé le prix des trains par 2 en avril et en mai? On voit qu'on essaye de trouver des solutions. Qu'en pensez-vous? Alors, ce sont d'excellentes solutions. Vous savez, la Suisse est un pays quand même très très libéral au niveau économique. Donc regarde tout ça. Au contraire, hier, on a appris que les chemins de fer fédéraux, allaient augmenter leur prix en décembre de cette année de près de 4%. Donc on est loin de vouloir diviser le prix du billet par 2. Non, mais moi, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. On entend aujourd'hui, on voit l'importance du pétrole dans toute l'économie, pas simplement au niveau individuel pour ce qui est de prendre sa voiture. C'est un bien stratégique. Or, c'est un bien stratégique qui est laissé au prix du marché, ce qui n'est pas le cas de l'électricité, ou moins le cas de l'électricité, je veux dire, pour lequel il y a un kilowattheure au niveau national qui est structuré en Suisse comme ailleurs. Alors, on pourrait aussi faire la même chose d'ailleurs pour le pétrole, et puis adapter les prix à la pompe, par exemple, ou les prix d'achat du gaz, parce que le problème va se poser cet automne si ça continue. Pour l'instant, on a moins besoin de gaz, évidemment, puisqu'on va vers la belle saison, afin qu'il y ait moins de marge, ou qu'il y ait une marge qui soit définie entre le prix d'achat et le prix de revente. Et puis, le passage à des énergies alternatives, renouvelables, oui, il existe et il va certainement le favoriser, mais après, c'est une question de temps. Il faut énormément de temps pour implémenter, pour mettre cela en place. Or, aujourd'hui, le problème, c'est pas de devoir s'adapter à de nouvelles énergies, c'est qu'il faut le faire immédiatement. Or, c'est impossible de le faire dans le laps de temps qui nous est imparti, c'est-à-dire qu'il faudrait réagir du jour au lendemain. Il faudra des années pour mettre en place une autre structure énergétique qui donne plus de place, pourquoi pas au nucléaire, puisqu'on en reparle, ou en tout cas aux énergies renouvelables comme l'éolien ou l'hydroélectricité. Et effectivement, on parle de l'Europe, mais en Asie, c'est extrêmement compliqué, notamment aux Philippines ou encore en Thaïlande, où là, le gaz est très important pour les populations et il coûte trop cher. Alors, est-ce qu'il faut redouter une spirale inflationniste? Là, je reviens donc en Europe. Les derniers chiffres de l'INSEE sont assez inquiétants. Juliette Le Chevalier, l'inflation dans la zone euro bondit à 2,5% sur un an en mars. Est-ce à dire que tous les secteurs, par effet domino, vont être touchés? Évidemment, quand on a une inflation sur les prix de l'énergie, ça se diffuse dans le reste de l'économie. Après, je ne dirais pas qu'il faut s'alarmer non plus de ces chiffres-là. Je pense qu'il faut rappeler que, par exemple, par rapport à la situation qu'on avait en 2022, le terrain est beaucoup moins inflationniste.
On sortait de la crise Covid, on était dans une période de reprise où forcément il y avait déjà des tensions en fait sur le marché qui ont favorisé l'inflation. En France aussi, on a une situation sur le marché du travail qui est assez dégradée et donc ça ne donne pas trop de pouvoir aux salariés, c'est plutôt les entreprises qui ont le pouvoir et donc le risque d'une boucle prix-salaire comme on en parle très souvent, il n'est pas vraiment là. Là, ce qu'il va falloir surveiller, c'est plutôt le risque d'une boucle prix-profit. Et c'est pour ça que c'est important qu'on fasse attention aux marges qui vont pouvoir être faites pendant cette période-là par les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui profitent aussi de ces moments-là pour augmenter les prix plus que la réelle hausse de leurs coûts. Et est-ce qu'on a les moyens de contrôler en France, comme ça a été fait par exemple sur le prix de l'essence ? Il y a les moyens en tout cas de taxer, par exemple, on parlait des super profits tout à l'heure, mais ça peut être taxé pas que les énergéticiens de manière globale. Dans une crise, quand il y en a qui vont pouvoir en profiter, il faut pouvoir taxer ces profits. Alors c'est vrai qu'il y a une courbe ascendante. Pierre, est-ce qu'en Belgique, là aussi on se prépare au pire parce que vous nous l'avez rappelé, il y a un déficit comme en France et les prix vont augmenter. Comment vous gérez ça ? En tout cas, dans un premier temps, en faisant beaucoup de reproches à ce qui n'a pas été fait. Effectivement, en 2022, on a vu la même chose se passer. On s'est dit, il ne faut plus dépendre à ce point. Voilà, d'ailleurs, un dessin, vous voyez, qui est inspiré des plans en ville quand vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas très bien retrouver votre chemin. Vous avez un plan qui vous dit que vous êtes ici. Voilà, j'ai supposé ici qu'on était encore que quelque part dans la courbe montante. Enfin bon, c'est peut-être un excès de pessimisme. Mais en tout cas, c'est vrai que le changement dont parlait Michel de paradigme en termes d'énergie, il n'est pas faisable très vite. Je crois que la durée de vie d'une voiture en Belgique, c'est environ 15 ou 17 ans. Avant de remplacer le parc automobile en Belgique, il faudra autant de temps que ça. Et sans parler du nucléaire, la Belgique a pris une décision politique, audacieuse, écologique, il y a déjà combien de temps, plus de 20 ans, de sortir du nucléaire. Alors on n'en est pas encore vraiment sorti, mais on a plus du tout investi dedans. Et on vient de décider maintenant que c'était une bêtise à l'époque. Voilà, c'est ça la politique. Et on parle d'en reprendre. Donc voilà, vous dire qu'on a une solution belge, sûrement pas. Bon, pas de solution belge. Et inquiétude pour les produits de première nécessité ou pas, Stéphane Vernet ? Parce qu'il semblerait que là, pour le coup, ça a été fixé. Donc, les prix des pâtes, le prix de tout ce qui est quotidien ne va pas bouger, en tout cas en 2026. Mais après, ça pourrait le faire. En fait, tout dépend comment évolue la situation. C'est-à-dire que s'il y a un retour à la normale ou la fin de cette guerre au Proche-Orient intervient assez rapidement, en fait, les choses peuvent se réguler. On n'est pas parti pour. Ça risque de durer. Et plus ça va durer, plus effectivement on aura ce type de problème. Vous avez tout ce qui est engrais, etc. Enfin, vous avez toutes sortes de matières premières, en fait, ou de produits qui dépendent du pétrole et qui dépendent de l'énergie. Et donc les coûts, un prix de l'énergie très haut aura forcément une répercussion sur tous ces prix. Il y a juste un point qui, moi, me semble intéressant, très vite, c'est qu'on n'est pas dans la même situation qu'en 2022-2023, au moment du choc d'inflation, au moins en France, parce que le prix du gaz a certes doublé, mais en fait, il reste 5 fois moins élevé aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et surtout, notre parc nucléaire est en parfait état de marche. En 2022-2023, en fait, on avait beaucoup de retard de maintenance sur des réacteurs du fait du Covid. Et donc ça, c'est un plus pour la France, en fait, effectivement. Ça change tout. C'est-à-dire que l'impact, on peut craindre un vrai impact inflationniste. Mais je pense que le choc on a plus de capacité à l'amortir aujourd'hui. Plus résorbé. Merci infiniment à vous quatre d'avoir participé à Allons-y Franco.